La mondialisation et les impératifs de développement et de performance placent les États et les entreprises face à des défis multiples. Recherche de compétitivité globale, renforcement du tissu productif national, développement des petites et moyennes entreprises, création de richesses et d'emplois, réglementation des secteurs économiques. Pour donc apporter un éclairage sur ces grands enjeux nationaux et bien sûr internationaux, Seydou Souley reçoit dans le Café économique des intellectuels, des patrons d'entreprises et hommes d'affaires avertis, des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Rendez-vous donc chaque semaine, tous les vendredis, de 22h15 à 23h15 sur Dunia TV pour votre Café économique. Le Café économique avec Seydou Souley, votre émission pour comprendre mieux le monde de l'économie et des affaires. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du Café économique. Pour ce numéro du Café économique, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un seul invité. Il s'agit de M. Djibo Ibrahima. M. Djibo Ibrahima qui est le directeur général de la société Synergie. Alors Synergie qui est une société de capital investissement. Nous allons discuter justement de ce métier-là qui est très peu connu au Niger, en tout cas, pas très connu du grand public, mais qui est un métier vital dans une économie. Le métier de capital investissement est beaucoup plus important dans la mesure où c'est un des aspects qui permet de faciliter ou de promouvoir la création et le développement des entreprises dans un pays. Cela est une problématique importante au Niger où la création d'entreprises de manière générale et le développement des entreprises est assez régulièrement pointé du doigt comme étant le maillon faible de notre économie. À titre d'exemple, le classement Doing Business de 2011 nous classe comme étant parmi les pays les moins avancés en matière de création d'entreprises et d'environnement des affaires. Nous étions 172e pays sur 183 en 2011. En 2012, nous étions à 173e sur 183. En 2013, le classement prévoit aussi un recul et nous risquerons d'être à 174e sur 183 pays. Alors, il ne s'agit pas seulement de la création et du développement des entreprises, mais il s'agit aussi de tout l'environnement des affaires qui est régulièrement analysé par Doing Business. Il est donc important d'en parler, de savoir comment sont financées les entreprises dans notre pays, quels sont les leviers qui interviennent dans leur développement, quelles sont les difficultés qu'il y a et comment est-ce qu'aujourd'hui les acteurs qui interviennent essaient de résoudre ces difficultés. Donc voilà un peu de quoi nous allons parler ce soir avec Djibo Ibrahima qui est le directeur général de la société Synergie. Je le disais, Synergie étant spécialisée dans le capital investissement. Monsieur Djibo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Seydou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais, Synergie accompagne les entreprises en matière de capital investissement. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais avoir votre point de vue puisque vous travaillez aux côtés des entrepreneurs pour prendre des participations dans leur capital, pour les accompagner, en tout cas pour développer des initiatives entrepreneuriales ensemble. Première question, j'aimerais avoir votre analyse sur l'environnement des affaires. Aujourd'hui, au Niger, qu'est-ce qui caractérise la création et le développement des entreprises de manière générale? Merci bien pour cette invitation. Donc, pour aller dans le vif du sujet et répondre directement à votre question, ce qui caractérise les difficultés plutôt que les entreprises rencontrent dans le cadre de la création et du développement se situent à deux niveaux, d'après notre expérience. Le premier niveau, c'est le niveau du financement. Le second niveau, c'est au niveau de l'environnement lui-même, donc l'entreprise. L'environnement, de manière générale, se caractérise par les difficultés pour les entreprises qui sont déjà créées sur
en tout cas, la plupart de nos entreprises se plaignent de la fiscalité. Ça, c'est vraiment donc un point très important sur lequel peut-être nous reviendrons. Ensuite, le second élément, en fait, qui caractérise la difficulté d'entreprendre au Niger, c'est le financement. Il y a un autre aspect aussi qui caractérise notre environnement, c'est vraiment, donc, je dirais, donc, l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative, l'esprit entrepreneurial n'est vraiment pas très développé au Niger. Et je pense que c'est un point sur lequel il faudrait d'abord commencer. Mais selon vous, cela est dit à quoi exactement? Pourquoi l'esprit d'initiative ou la prise de risque, parce que c'est cela aussi, de cela qu'il s'agit, n'est pas très ancré au Niger? Je dirais donc que la prise de risque, nous sommes un pays d'agents économiques, mais où nous pouvons, par exemple, nous avons beaucoup d'agents qui entreprennent dans le domaine du commerce. Mais dans le domaine de l'investissement, de la création d'entreprises, nous sommes beaucoup moins entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, je dirais, donc, l'esprit entrepreneurial n'est pas cultivé, ne fait pas partie de notre culture. De manière générale, je m'explique. Je ne sais pas, donc, il y a un grand homme qui disait que, par exemple, la guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut cultiver les germes de l'après. Et je pense que pour pouvoir cultiver l'esprit entrepreneurial, il faudrait commencer à cultiver, peut-être, je dirais, dès l'école, dès le niveau scolaire. Et ça n'existe pas dans nos programmes, ça n'existe pas dans nos formations, et ce qui explique, quand nos jeunes sortent des écoles, la plupart du temps, ils sortent pour aller chercher donc du travail. Ils ne cherchent pas avec l'esprit de créer une entreprise, de créer leur propre business. Et je pense que c'est une des explications, en tout cas la faiblesse de l'esprit entrepreneurial qui caractérise donc le faible taux, je dirais, donc d'esprit d'entreprises qui sont créées donc au Niger. Alors justement, je pense que cette question, elle est assez complexe à cerner. Et il y a beaucoup de théories autour de ça. L'une d'elles, celle de, par exemple, celui qu'on appelle aujourd'hui les banquiers des pauvres, Ahmad Younous, qui disait que tous les hommes naissent entrepreneurs, mais c'est la société qui nous fonctionnalise. Il y a tout un débat autour de ça. Mais j'aimerais quand même aussi toujours aller dans le même sens. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'accompagnateur d'entreprise, en tant qu'investisseur, vous avez une idée très claire du taux de réussite ou d'échec des initiatives entrepreneuriales de notre pays? Non, je n'ai pas de statistiques et en général, il n'y a pas d'études, je dis, formelles qui ont été faites et je n'en connais pas à mon niveau. Mais peut-être au niveau, donc, sur les statistiques, on sait que plus de 50% des entreprises meurent avant leur 3e, 4e ou 5e année. Ce qui démontre donc la forte mortalité des entreprises. Ça, c'est de manière générale. De manière générale. Au Niger, je n'ai pas donc de statistiques ni de chiffres donc avérés dans ce sens-là. Mais nous, ce que nous faisons, pour vraiment au niveau donc de synergie, peut-être je reviendrai donc au niveau, c'est que pour pouvoir donc minimiser ce taux de mortalité, nous avons donc une sélection qui est très forte parmi donc les projets et les entrepreneurs. Ensuite, nous menons donc un accompagnement très rapproché, ce qui nous permet donc d'avoir donc un taux de réussite, je dirais, donc assez important. Voilà ces deux éléments, à mon avis, qui peuvent permettre de diminuer, je dirais, donc le taux d'échec dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat. Ok. Alors, ça, c'est un point important. Et je pense qu'il y a un autre corollaire pour comprendre aussi toujours l'environnement des affaires dans lequel nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, toujours en faisant recours à votre expérience d'accompagnateur d'entreprise, vous avez une idée du volume de création d'entreprises dans notre pays? Je vous pose cette question parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a des statistiques où on voit annuellement combien d'entreprises ont été créées, quelles sont les formes juridiques les plus utilisées. En tout cas, on voit l'évolution de la dynamique entrepreneuriale. Est-ce que vous avez idée de ces genres de données? On a une des difficultés au Niger, même dans le cadre de la création des entreprises, c'est l'information, les statistiques. Et ces statistiques sont difficiles à trouver, à en avoir. Et c'est pour cette raison-là que je ne pense pas qu'il y ait de chiffres officiels de nombre de créations d'entreprises. Il y a donc des statistiques, des structures donc, étatiques qui recensent peut-être le nombre d'agents économiques qui s'inscrivent soit au niveau donc, de la Chambre de commerce. Ces statistiques-là ne font pas la différence entre la création d'entreprises, bien sûr, qui font juste donc, les formalités donc, du commerce. Donc, pour vous dire, véritablement, réellement, il n'y a pas de statistiques, je n'ai pas de chiffres donc, avérés par rapport donc, à comme indicateur de création d'entreprise. Alors, revenons maintenant sur l'aspect, justement, accompagnement et financement des entreprises. Je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est quand même important parce que
lorsque un environnement financier existe, ça peut pousser ceux qui ont des initiatives entrepreneuriales à aller à se jeter à l'eau, comme on dit. Aujourd'hui, au Niger, de manière générale, quand vous analysez les dispositifs financiers qui existent, comment est-il? Est-ce qu'il est diversifié? Est-ce qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent? Quelle est votre lecture de la situation? Oui, il y a plusieurs acteurs dans le domaine du financement de l'entrepreneuriat. Vous avez les acteurs classiques, ce que j'appelle les acteurs classiques, notamment donc, le système bancaire classique, qui finance donc, des entreprises qui existent déjà, okay? Et qui financent donc des montants assez importants, peut-être jusqu'à des centaines de millions. Nous avons aussi donc des structures beaucoup plus de financement. Ce sont les institutions, les IMF, les instituts de microfinance, qui financent des activités, je dirais, donc génératrices de revenus. Mais entre les deux, vous avez une tranche, je dirais, d'acteurs économiques qui n'arrivent pas à trouver de financement. Elles ne peuvent pas avoir de financement au niveau de ces structures classiques, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les garanties nécessaires, ou bien elles sont informelles, donc elles n'ont pas d'historique comptable au niveau des banques pour leur permettre d'avoir accès à ce financement. Ou bien elles ne peuvent pas aussi avoir de financement au niveau des IMF, des sociétés de microfinance, tout simplement parce que le montant qu'elles demandent sont des montants au-delà donc, du seuil qu'apportent ces sociétés, et sur des durées qui sont beaucoup plus importantes qu'elles demandent. Donc, c'est ce milieu-là, c'est cette cible-là c'est sur cette cible-là que nous visons. C'est ce qu'on appelle la mésofinance. Cette cible, qui n'arrive pas à se financer au niveau donc, des sociétés microfinances parce que le financement n'est pas adapté, et n'arrive pas non plus à se financer au niveau donc, du financement classique des banques, parce que les banques, elles n'ont pas les éléments nécessaires, soit de garantie, soit d'historique comptable pour pouvoir donc, se faire financer. Alors, donc, vous positionnez à ce niveau-là pour essayer de les financer. Mais votre financement a quand même un aspect assez particulier. La banque, elle vous finance si vous avez des garanties. Vous remboursez. Les microfinances, je pense, c'est à peu près la même chose. Elle vous finance et vous remboursez sur une échéance. Mais vous, la particularité, c'est que vous rentrez dans le capital de l'entreprise. Alors, parlez-nous exactement parce que est-il facile, dans un environnement comme le nôtre, qu'un jeune entrepreneur, ayant son idée, accepte qu'un financier ou bien en tout cas un agent extérieur rentre dans son capital? Souvent, ça se pose dans votre secteur de financement parce que les gens, ils veulent avoir leur part de gâteau à eux. Comment ça se fait concrètement? Très concrètement, c'est vrai que actuellement, l'état d'esprit donc des agents qui entreprennent, on peut voir plusieurs cas. Un jeune qui démarre, qui n'a pas le choix, accepte facilement d'ouvrir son capital et de nous faire rentrer dans le capital. Ça, vraiment, on n'a pas de difficulté sur ça. Mais pour les entreprises qui sont en développement, elles considèrent qu'ouvrir son capital, faire entrer donc une tierce personne, une tierce structure dans le capital, leur fait courir des risques de contrôle de la société. Or, on a une législation une législation au niveau même donc, de l'OHADA qui légifère, qui règle donc les prises de participation, en tout cas donc, juridiquement, la participation et la gouvernance au niveau des entreprises. C'est pourquoi nous n'intervenons que dans les sociétés à capitaux, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés d'action. Quand le promoteur vient nous voir, si c'est une entreprise informelle ou une entreprise individuelle, nous proposons de créer donc ces types de sociétés d'action, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes. En ce moment, donc on a la possibilité de rentrer, mais de prendre une part minoritaire dans le capital. Ok, votre stratégie n'est pas d'avoir des parts parce que tout le problème est là. Les agents ou bien les entrepreneurs pensent que quand vous acceptez quelqu'un dans votre capital, vous perdez automatiquement le contrôle de votre société. Oui, c'est qui est aussi le cas souvent, ça arrive. Non, la législation est très forte là-dessus. Il faut avoir... Je parle des sociétés d'action, je ne parle pas donc des sociétés informelles. Quand vous formalisez une société et que vous avez une structure juridique bien établie, vous avez donc le système OHADA qui légifère, qui gère bien donc la gouvernance des sociétés. Pour une société anonyme, si vous avez donc une participation minoritaire, qu'elle soit anonyme ou bien responsabilité, quand vous êtes minoritaire dans la société, vous ne pouvez pas prétendre au contrôle total de la société. Oui, effectivement. Mais maintenant, qu'est-ce que dit la législation exactement? Est-ce qu'elle fixe des taux qu'il ne faut pas dépasser lorsqu'on est investisseur en capital? Ou bien elle dit, il faut juste être minoritaire? Parce qu'être minoritaire,
aussi, ça peut, je ne sais pas moi, il peut y avoir plusieurs types de montages. Si vous êtes deux sociétés d'investissement à rentrer et que vous êtes tous minoritaires, mais qu'en somme, vous deviendrez majoritaire, ça change. Est-ce que l'OHADA est très précis sur ça? En fait, l'OHADA ne gère pas les sociétés de capital d'investissement, mais au niveau de l'UMOA, il y a une directive qui a été adoptée en 2011. Cette directive, elle harmonise, je dirais, donc, la législation, donc, elle légifère sur les sociétés à capital d'investissement. Qu'une société soit une société d'investissement ou que ce soit une personne, si vous êtes minoritaire dans la société, et que vous êtes plusieurs actionnaires, en fonction, je dirais, des intérêts de la société, plusieurs acteurs peuvent s'associer pour avoir la majorité et gérer la société à leur gouvernance. Mais ce que je dis encore, les sociétés d'investissement, quand elles prennent des participations dans le capital des sociétés, elles ne peuvent pas aller au-delà de 34%, qui est donc une minorité, mais une minorité, c'est vrai, de blocage. Cette minorité leur permet d'avoir une place dans les structures de gouvernance, c'est-à-dire dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales. Elle permet de leur dire, d'avoir leur mot dans la gestion de l'entreprise, mais elle ne leur donne pas le droit de contrôler totalement la société. Alors, on va y revenir, mais passons à un autre aspect de la question. Vous venez de donner tout de suite tout à l'heure une catégorie d'entreprises que vous financez. Vous dites celles qui n'ont pas accès facilement aux banques et aux microfinancements. Mais il y a aussi en général des stratégies de financement qui utilisent les sociétés d'investissement, c'est aussi de sectorialiser. Est-ce que vous avez des choix de secteurs sur lesquels vous partez? Et une autre chose qui est intéressante, je pense que qui peut intéresser nos téléspectateurs, c'est de savoir aussi, puisque vous avez une expertise dans le domaine, aujourd'hui, quels sont les secteurs qui peuvent facilement intéresser une société d'investissement dans notre pays? Pour être franc avec vous, nous n'avons pas de secteur privilégié. Nous n'avons pas de secteur privilégié dans lequel nous souhaitons ou nous investissons. Nous cherchons deux choses. Nous cherchons un bon projet et nous cherchons un bon promoteur. Maintenant, qu'est-ce que c'est un bon projet? Qu'est-ce que c'est un bon promoteur? Oui, effectivement. Peut-être vous allez expliquer brièvement qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un bon projet, un bon promoteur. Déjà, un bon projet, pour vraiment faire très simple, doit répondre par l'affirmative à trois questions essentielles. La première question, je parle de projets productifs, c'est-à-dire de projets qui ont des produits ou bien des services destinés à un marché et qui se vendent sur les marchés. OK. La première question, est-ce que les produits ou les services de cette entreprise vont trouver acquéreur sur le marché? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a une demande? Une demande solvable sur le marché, pour ne pas utiliser le jargon, je dirais, donc, marketing. Ça, c'est la première question. Donc, pour cela, nous étudions toutes les techniques d'études de marché pour pouvoir répondre à cette réponse. Et dans nos dossiers que nous avons pour les projets, il faut que nous ayons une réponse affirmative à cette question. Ça, c'est la première question. La seconde, est-ce que les produits ou services qui sont créés sont techniquement réalisables? Donc, il nous faut démontrer que techniquement, on peut pouvoir fabriquer ce produit ou ces services. Si la réponse est affirmative, on passe à la dernière question. Est-ce que financièrement, ces produits, ces services sont rentables? Si on répond à ces trois questions-là, on peut dire qu'on a... Ça, c'est le projet. Voilà. Maintenant, pour le promoteur, pour ce qui nous concerne, société de capital d'investissement, on ne se focalise pas uniquement sur le projet, ni sur la rentabilité uniquement financière donc, du projet. On s'intéresse aussi au promoteur. Ce qu'on cherche chez un promoteur, c'est d'abord, est-ce qu'il maîtrise bien son projet? Nous ne pouvons pas travailler, financer avec un promoteur qui s'est fait monter un dossier par un cabinet et qui vient nous le soumettre. Nous cherchons donc des expertises, des gens, des techniciens qui ont des produits et des services qu'ils connaissent de la fabrication, de la commercialisation et de la production. Donc, le premier critère pour identifier un bon promoteur, est-ce qu'il maîtrise bien son projet? Le second critère, est-ce qu'il est digne de confiance? Et là... Alors, digne de confiance, ça c'est assez subjectif. Mais bon, allez-y. Je vous explique. C'est tellement subjectif que ce n'est pas une question qu'on pose au promoteur. Mais notre instruction, c'est-à-dire notre démarche d'instruction, d'élaboration, d'étude du dossier, ne se fait pas en une semaine, en un mois, ça se fait sur des mois, 3 mois, parfois ça peut prendre des années. Donc vous apprenez à connaître, voilà, nous cheminons ensemble avec le promoteur. Et c'est au cours de ce cheminement-là qu'on étudie en même temps autant le projet que le promoteur. Voilà comment nous pouvons répondre. Et, alors, revenons sur une chose quand même, parce que vous dites, il faut que le promoteur maîtrise son projet. C'est là, est souhaitable, mais qu'est-ce qui arriverait pour un promoteur qui est, par exemple,
un excellent financier ou un excellent marketicien ou bien la combinaison des deux qui veut entreprendre dans un domaine où il pense qu'il va mobiliser d'autres expertises pour réaliser une production, mais que lui, il a des compétences en gestion. Qu'est-ce qui se passerait? Rien du tout. Il faut absolument qu'il maîtrise. Bien qu'il ait ses compétences de financier, de gestion, il doit avoir donc, une vision d'ensemble sur son projet. Si ce promoteur ne connaît que, ne maîtrise que la partie financière de son projet, il ne peut pas, je dirais donc à lui tout seul, en tout cas, mettre au point donc son projet. J'y arrive. Même s'il n'est pas technicien, il doit se renseigner au niveau des techniciens pour dire, bon, voilà le projet, quelles sont les conditions, quels sont les matériels, les équipements, le processus de fabrication de mon projet, et il doit pouvoir donc maîtriser. Et je vous dis... je vous pose cette question, vous savez pourquoi? Parce qu'on a vu quand même dans l'histoire de l'entreprise, partout au monde, des excellents entrepreneurs qui ont fait des très grandes réussites et qui continuent à le faire, qui souvent ne sont pas du domaine où ils entreprennent. C'est-à-dire que quelqu'un réussit bien dans l'informatique, il n'est pas informaticien. Quelqu'un réussit bien dans l'agriculture ou l'agroalimentaire, il n'est pas agronome. Mais c'est un entrepreneur, en fait, il a la fibre entrepreneuriale et il le fait. C'est vrai, je n'ai pas dit que celui qui n'a pas... Donc l'expertise ne peut pas être un entrepreneur. Non, vous pouvez être un entrepreneur sans être technicien. Mais je dis pour que nous vous financions. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que nous n'avons pas l'expertise technique pour pouvoir accompagner nos entrepreneurs. Donc ce que nous cherchons, c'est des gens qui ont cette expertise technique. Nous leur apportons l'expertise de gestion. Et ensemble, on crée donc une entreprise. Voilà donc la complémentarité. Donc ça, c'est votre parti pris en termes de prise de risque. Voilà. Donc par contre, un entrepreneur qui a une vision, je dirais, globale de l'entreprise peut effectivement entreprendre, mais je dirais donc en se focalisant sur d'autres systèmes de financement que celui qui est le vôtre, oui, voilà. Justement. Alors, il y a aussi un autre point intéressant, parce que quand vous entreprenez, là, on comprend que vous n'avez pas de secteur de prédilection, vous partez là où il y a le bon projet et le bon porteur du projet, mais il y a aussi très souvent, vous avez parlé du truc de pourcentage de votre participation, mais en général, ça se plafonne à combien en termes de montant et quel est le volume, par exemple, annuel, votre enveloppe annuelle que vous pouvez distribuer? Donc, en termes de... j'ai dit que notre participation s'est limitée à 34%. Et dans les conditions d'éligibilité de nos projets, il faut créer une société dont le capital au minimum est de 10 millions. Donc, 10 millions de francs CFA de capital social, ça, c'est le minimum que nous acceptons. Cela suppose, pour un entrepreneur qui veut créer une société avec nous, avec un capital minimum de 10 millions, qu'au maximum, ou bien au minimum, il doit venir avec 6 millions 6, donc comme apport dans le capital. Mais je précise bien que cet apport en capital peut se faire non seulement en apport en numéraire, mais aussi en apport en nature. Donc, ça peut diminuer donc, l'argent frais qu'il peut amener. Donc, nous, de notre côté, c'est toujours donc, du numéraire et c'est 34%. Dans le cas de ce promoteur bien précis, ce projet, cette société à 10 millions, notre apport serait de 3,4 millions dans la partie capitale. Maintenant, le complément de l'investissement. Si, par exemple, le projet nécessite un investissement de 50 millions, nous considérons que 10 millions suffiront pour le capital et les 40 millions, nous lui apportons sous forme de prêt, ou sous forme de prêt d'actionnaire. Voilà. De prêt d'actionnaire. OK. Alors, il y a aussi un point important à clarifier. Synergie existe depuis combien de temps? Ça, je ne sais pas exactement, je ne suis pas très sûr. Synergie existe depuis 2006, mais n'a été opérationnel qu'en 2007. En 2007. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question suivante. 2007 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Alors, en 6 ans, il y a eu combien d'entreprises accompagnées par Synergie? Combien d'entreprises ayant postulé? Et puis, plus généralement, est-ce qu'en 6 ans, aujourd'hui, vous pensez que Synergie est vraiment connu du monde des affaires au Niger? En 6 ans, ce que nous avons fait, peut-être, ce que je voulais dire, c'est le métier de capital investisseur, c'est un métier qui est nouveau au Niger, et peut-être pour la cible que nous visons, les petites PME, c'est vraiment même nouveau au niveau donc, de la zone UMOA. Dans les zones anglo-saxonnes, le métier de capital investissement est vraiment très répandu. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2006-2007? Nous avons plus de 250, demandes de projets dans notre banque de projets. 250. Plus de 250, OK. Et sur ces 250, peut-être pour pouvoir comprendre ces indicateurs, il faudrait peut-être que je vous parle du processus donc, que nous suivons, notre cheminant, pour pouvoir
arriver au financement, à la création, à l'accompagnement de l'entreprise. Quand un promoteur vient nous voir, nous lui demandons tout simplement d'abonner un business plan, un plan d'affaires. Même si c'est un plan d'affaires qui n'est pas très, très bien ficelé. L'essentiel, c'est qu'on ait un document qui formalise son projet d'entreprise. Donc, nous lui demandons ce document, nous le lisons et nous avons un entretien avec lui. À la suite de cet entretien, nous décidons oui ou non de continuer avec lui. Si le projet nous intéresse, nous élaborons une petite note, ce qu'on nous appelle une note d'instruction. Donc, à notre comité d'investissement. Le comité d'investissement, c'est un des 2 organes de gouvernance de Synergie, dont l'autre, c'est le conseil d'administration. Nous sommes une société anonyme. Ce comité d'investissement donne, dans cette note d'abord, je décris les grandes lignes du projet. Quels sont les produits, les services, quels sont, je dirais, le marché visé, le processus de production, et puis donc, quelques ratios de rentabilité au cours du projet. Je donne mon avis, notre avis, l'équipe de Synergie, sur les forces et faiblesses du projet. Et aussi, je donne la description du cours du promoteur dans cette petite note. Et j'envoie donc au comité d'investissement par mail. Ce comité d'investissement, en retour, me donne leur avis par rapport à ce projet. Il siège où, ce comité d'investissement? Le comité d'investissement siège au niveau donc, du siège de Synergie. À Niamey. Okay. Mais j'ai des membres qui sont un peu à Niamey, au Niger, mais aussi donc, hors du Niger. Nous avons des partenaires donc, expatriés qui sont hors donc, du Niger et qui nous donnent leur avis par rapport donc, au projet qu'on leur envoie. Si la majorité donc, du comité décide que ce projet est un bon projet et qu'on peut, en ce moment, on avance dans l'instruction du dossier. Mais si j'ai une majorité qui pense que ce n'est pas un bon projet, on ne peut pas. Mais par contre, si un seul membre du comité donne un avis négatif sur le promoteur du projet, c'est un projet qu'on laisse tomber, sur lequel on ne peut pas avancer. Donc, il y a donc cet aspect, cette phase de note d'instruction que nous élaborons. Après cette note, nous élaborons donc nous entamons la phase d'instruction du projet. Cette phase d'instruction, vraiment, nous allons, ce que je disais tout à l'heure, on essaie de répondre à ces 3 questions. Oui. Est-ce que c'est un projet... Dans tout ça, le délai moyen, ça tourne autour de quoi? Ça dépend du projet. Ça dépend de la qualité du dossier initial que le promoteur nous a soumis. Ça dépend aussi de la disponibilité du promoteur. Mais vous faites quand même des moyennes. Je vais vous donner des chiffres. Au minimum, quand même, ça demande 3 mois. Au maximum, on peut faire on a fait jusqu'à 1 an pour pouvoir donc mettre en place, donc créer donc une société. Donc, vous voyez, en fonction de, je dirais, donc, de la disponibilité de l'information, de la disponibilité donc, du dossier, la qualité du dossier initial qui nous a été soumise, et en fonction de la disponibilité du promoteur, on peut... Et je vous explique pourquoi ce temps. Parce que nous devons prendre le temps de bien comprendre techniquement le projet, que nous ne sommes pas techniciens. C'est par exemple, et nous allons voir dans le portefeuille des entreprises que nous avons créées, il faudrait absolument que nous maîtrisons tout le processus. Si nous maîtrisons le processus, nous pouvons le traduire en termes, déjà, pour les produits et services, la structure de coûts, c'est-à-dire au niveau financier, et puis faire donc l'étude financière, faire la liaison entre le processus, l'aspect technique et l'aspect financier. Alors, un autre volet important, et lorsque je préparais cette émission, je discutais avec vous et vous me disiez que vous avez accompagné jusque-là, en tout cas, vous avez investi dans cette société. Alors, cette société, ce serait bien de savoir, quand même, en 2007 du moins, à aujourd'hui, 6 ans, cette société, les montants investis, globalement, ça arrive à combien? Et puis, quelle est la situation de ces sociétés aujourd'hui? Quand bien même qu'on a quand même contacté, moi j'ai contacté 2 de vos sociétés qui ont témoigné et nous allons suivre dans quelques instants leur témoignage, mais déjà, parlons un peu de... En moyenne, nous avons investi 30 millions dans ces entreprises. 30 millions sur 7, donc ça fait à peu près 210 millions sous forme de prêts d'actionnaires et sous forme de capitaux à peu près 40 millions. Donc nous avons 250 millions donc, qui sont investis dans ces prêts d'actionnaires, ça veut dire quoi? Expliquez. Prêts d'actionnaires, c'est en fait, en tant qu'actionnaire, nous ne sommes pas un établissement financier. Donc pour pouvoir prêter à une entreprise, il faut qu'on soit actionnaire de l'entreprise. C'est pourquoi nous devons être dans l'actionnaire de l'entreprise. Et nous mettons à la disposition de l'entreprise de l'argent qui l'utilise et en retour, donc, nous rémunère et nous rembourse aussi. Alors, avec un échange. Justement, cette question de rémunération, parce que quand une société de capital investissement rentre dans un capital, elle n'est pas, à dire, indéterminée. Normalement, il y a un plan de désengagement, et ainsi de suite. Oui. Vous, en général, c'est quoi la politique à ce niveau-là? Et puis, autre chose, je pense qu'il faut aussi clarifier, expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce que vous vous rémunérez en tant qu'actionnaire. Est-ce que c'est une rémunération comme n'importe quel actionnaire qui reçoit des dividendes ou bien il y a autre chose? Oui, déjà pour nos délais d'intervention. Nous, au minimum, on reste 4 ans en moyenne dans les entreprises. Mais on peut aller jusqu'à 7 ans. Après 7 ans, effectivement,
dès le démarrage, dès le début, nous prévoyons une sortie, c'est-à-dire nous désengageons du capital. Et nous promettons, dans un document qu'on appelle pacte actionnaire, un document juridique qu'on établit, dans lequel nous négocions les conditions avec le promoteur, les conditions de sortie. Mais avant ce délai, le promoteur peut demander, s'il estime qu'il n'a plus besoin de nous, de faire sortir dans son capital. En ce moment, ces conditions aussi sont consignées dans ce pacte d'actionnaire. Donc vraiment, on a un document qui est assez clair là-dessus, avec des conditions qui sont très claires, qui sont consignées dans ce document-là. Et à tout moment, on demande quand même un délai minimum de 2 ans pour pouvoir rester où on reste dans le capital de la société. Au-delà, il y a ces 2 possibilités. Ou bien nous sortons à la fin du délai convenu, ou bien le promoteur nous décide de nous faire sortir. Et en termes de rémunération, comment ça se fait? En termes de rémunération, nous avons d'abord, je vais vous expliquer par exemple peut-être les modèles de revenus de synergie. Nous nous rémunérons avec les revenus des prêts d'actionnaires, c'est-à-dire les prêts qu'on fait aux sociétés. Nous reviendrons peut-être éventuellement sur ça. Mais en tant qu'actionnaire, ça veut dire, en fait, c'est notre société à nous avec le promoteur. Vous avez pris le risque ensemble. Nous avons pris ensemble le risque. Il est bien évident que nous n'allons pas charger cette entreprise-là. Ensuite, la deuxième source de rémunération de synergie, c'est les dividendes, bien entendu. Si l'entreprise gère des bénéfices, en ce moment, et qu'elle distribue des dividendes, nous avons droit à ces dividendes-là. Il y a d'autres revenus qui sont d'ordre, maintenant, je dirais, pour certaines de nos entreprises dans le portefeuille, on l'a fait. Une entreprise peut soumissionner à des appels d'offres. En ce moment, on peut l'accompagner. Et dans cet accompagnement-là, après avoir exécuté ce marché, on peut décider de nous rémunérer. Donc vous êtes à la fois son consultant, en quelque sorte. Oui, mais nous l'accompagnons. Donc vraiment, dans tous les domaines de gestion, nous sommes avec l'entrepreneur. Et pendant toute cette période-là, nous l'accompagnons dans tous les domaines de gestion. Avant de clôturer et de passer, voir les témoignages des sociétés que vous avez accompagnées, juste une dernière question. Vous accompagnez, vous financez, qu'en est-il d'un entrepreneur qui n'a besoin que d'un appui financier et qui estime qu'il est un bon gestionnaire, il n'a pas besoin de vos expertises en gestion? Comment vous décidez de ce genre de cas? En général, il ne va pas s'adresser à nous. Pourquoi je vous explique? Parce que quand vous rentrez dans le capital d'une entreprise, vous faites partie des organes de gestion, de gouvernance. Et fatalement, vous serez à donner votre avis sur la manière dont l'entreprise va être gérée. Donc, quand vous donnez votre avis, c'est vrai que vous ne gérez pas au quotidien. Alors que dans le cas de synergie... votre avis en tant que membre d'un conseil d'administration qui est dans un tour de table est différent si vous êtes impliqué dans la gestion. Qui peut définir la politique de l'entreprise. La politique, la stratégie de l'entreprise. Et donc là, c'est prendre part aussi à la gestion de manière indirecte de l'entreprise. On reviendra sur ce point-là. J'aimerais que nous regardions ensemble ce que disent les entreprises que vous avez accompagnées. Nous en avons interrogé 2. Donc nous allons regarder ça ensemble et nous reviendrons dans le studio dans quelques instants. La première raison, en réalité, c'est un besoin de financement, n'est-ce pas, pour augmenter la capacité de ma structure. Et la deuxième raison, c'est pour organiser, parce qu'avant c'était une entreprise individuelle. Maintenant, avec l'entrée de synergie dans le capital de ma structure, donc ça donne à ma société plus de crédibilité. Voilà, donc c'est les 2 raisons. Oui. Alors, quels sont les aspects qui vous paraissent les plus positifs dans la relation entre promoteur et société d'investissement? Effectivement, ce qui me paraît plus bénéfique pour ma structure, en réalité, c'est surtout l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des structures, en tout cas sur place, ont un problème de gestion. Donc, il ne suffit pas d'avoir de l'argent et du matériel, parce que pour une entreprise, le plus important, c'est la gestion. Quand vous ne savez pas gérer, alors là, vous aurez tous les problèmes du monde. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc, mon rapport avec Synergie, effectivement, quand ils sont rentrés dans le mercato, ils m'ont vraiment aidé à m'organiser. Et ils ont un droit de regard sur tout ce que je fais. Donc, quelle que soit la décision que je vais prendre, donc je le consulte et ensemble, on essaie vraiment de trouver des solutions idoines. Voilà. Et alors, la deuxième question, c'est sur votre entreprise. Comment a évolué votre entreprise de sa création à aujourd'hui, l'évolution du chiffre d'affaires et notamment de l'emploi aussi? Oui, merci. Donc, c'est une structure d'abord qui a été créée en 2001. J'ai commencé avec Tagno, donc de 2001 en 2008. Maintenant, quand j'ai fini avec Tagno, pour le besoin de grandir, j'ai demandé
l'assistance de Synergie. Donc c'est en 2008, à partir de 2008, que j'ai eu un autre financement donc, avec Synergie. Et ce financement m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires, donc qui est passé de 22 à 30 millions. Et aussi, j'ai augmenté le personnel. Donc, j'ai recruté 2 personnels permanents, 4 contractuels. Voilà. Alors, la dernière question, quelle est la situation de la concurrence sur votre marché et au domaine d'intervention? Comment vous positionnez par rapport à vos concurrents? Ouais, vous savez, le marché, en fait, la concurrence, le marché est ouvert. Hein, je suis dans le domaine de l'externalisation de copieurs. Bon, le marché ouvert, le plus important, c'est que quand vous êtes conscient de la qualité de votre service, donc là, vous n'avez pas peur de la concurrence. Je crois que c'est même un atout, n'est-ce pas, qu'il y ait des gens qui font la même chose que vous, parce que là, vous êtes obligé d'avoir une obligation de résultat. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à solliciter une société de capital investissement pour entrer dans le capital de votre entreprise? Est-ce seulement le besoin d'avoir du financement? Le fait de travailler avec Synergie, je dirais, n'est pas un hasard ni une recherche de financement. Avec Synergie, vous voyez un peu ce que vous voyez ici là. C'est avec Synergie qu'on l'a obtenu. Vous avez organisé premièrement un concours des meilleurs projets. C'est ainsi que nous, en tant qu'ONG, nous avons obtenu le 2e prix. Et comme Synergie a vu que le projet était bien, on a eu un entretien avec Synergie qui dit qu'il serait prêt à nous accompagner. Et nous, on venait de commencer tout juste notre activité de compostage, d'engrais organique. Le besoin est là. Et on n'avait pas beaucoup la visibilité. Donc c'était en fait collaborer pour mieux non seulement se faire connaître, et collaborer pour faire connaître notre produit et collaborer pour travailler ensemble. C'était l'objet en fait de notre, j'allais dire, notre demande, en tout cas notre démarche avec Synergie. Alors, la deuxième question, c'est de savoir quels sont les aspects qui vous paraissent les plus positifs dans la relation entre promoteurs et sociétés d'investissement. Les aspects dans l'ensemble sont positifs. Je le dis surtout par rapport à l'accompagnement. Synergie reste à l'écoute de nous autres promoteurs, promotrices. À l'écoute par rapport non seulement à nos difficultés, et également, j'allais dire, dans tout ce qui en tout cas est positif, ce qu'on pourrait vraiment dire d'avancement au niveau de nos activités. Donc en somme, c'est vraiment l'ensemble. Et quand je le dis souvent, peut-être il faut rentrer un peu dans les détails. Dans le premier temps, en tout cas, on avait vraiment un certain stock qui était là. Donc avec Synergie, avec les échanges, avec tout cela, souvent nous faisons les démarches. Mais Synergie, en tant qu'accompagnateur, nous accompagne aussi dans cette démarche. Et puis le fait de rendre visite, d'échanger, d'aller jusque sur nos sites, voir ce qui se passe pour qu'on puisse vraiment voir ensemble aussi bien les aspects positifs que les aspects négatifs. Donc on peut dire en tout cas la relation avec Synergie, on peut dire vraiment il y a beaucoup d'aspects positifs. Comment a évolué votre société de circulation aujourd'hui? Entendrez par là évolution du chiffre d'affaires, mais aussi de l'emploi. Quand on veut rentrer un peu dans tout ce qui est aspect économique ou financier, souvent c'est délicat
Et souvent, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. L'évolution par rapport au chiffre d'affaires, j'allais dire, au début, on était très, très ambitieux. Ambitieux dans le sens où on pensait que notre production serait vendue tout de suite. C'est sans compter, en fait, la face cachée, j'allais dire, de l'entreprise. Quand vous commencez, c'est bien beau. Et on pense que être tout de suite, en tout cas avoir un chiffre d'affaires très important, ceci, cela, mais quand on est face à la réalité, c'est autre chose. Nous on pensait qu'avec Capital Finance, comme c'est un accompagnateur, dans 3 ans, maximum 5 ans, on allait lui dire, ah voilà, c'est vie. Maintenant, on est assez vraiment mûr pour pouvoir continuer nous-mêmes notre entreprise. Mais en tant qu'innovation, nous, nos activités, parce que ça innove. Et quand vous innovez, ça demande toujours beaucoup de temps. Pas un peu de temps, mais beaucoup de temps. Non seulement pour se faire connaître, non seulement pour que les gens acceptent ton produit, et pour que les gens se disent, voilà, le produit est bon, on peut vraiment venir prendre tout de suite le produit. Et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans notre 5e année avec Synergie. Sans doute, on a fait vraiment des grands pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le produit est connu. Connu dans le sens où, avec l'accompagnement de l'État nigérien, on a pu quand même mettre le produit dans toutes les régions du Niger. Mais ce qui n'a pas accompagné, ça veut dire c'est la connaissance, en tout cas la promotion du produit n'a pas accompagné dans les régions. Quand je dis cela, aujourd'hui, ceux de DIFA, il y a 1 an ou 2 ans, il y a 1 an, c'est moi qui leur ai dit, le produit est dans votre magasin là-bas. Le compost est chez vous. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'en tout cas, la promotion, en tout cas l'utilisation du produit n'a pas accompagné. Donc j'allais dire, comme je l'ai dit, on a fait un grand pas. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc parler de chiffre d'affaires, je trouve que c'est un peu tout. Ça viendra. Un jour, je vous inviterai et je vous dirai, voilà un peu où on en est. Alors, vous dites qu'il reste encore à faire. Cela m'amène à vous poser la question de savoir quels sont les aspects de cette relation qui vous paraissent les moins satisfaisants. Quelles peuvent être, selon vous, les solutions pour améliorer la situation? Les aspects, je ne dirais pas négatifs, mais les aspects non positifs, les moins satisfaisants, comme vous le dites, oui. Le temps. Que Synergie doit encore le temps d'accompagnement. Et le temps surtout du remboursement du capital. Souvent est un peu court. Comme je viens de vous le dire, c'est une entreprise. Et une entreprise innovante n'est pas une entreprise qui est connue et puis non. C'est justement, c'est parce qu'on ne connaissait pas qu'on a voulu se faire connaître. Dans ce cas, il faudrait prendre plus de temps. De 5 ans, il faut aller jusqu'à 10 ans. Pour ceux qui voudront. Mais ceux-là qui vont dire vraiment, on a assez mûr, voilà, on peut continuer, on peut vraiment aller. Et puis voilà. Et le taux aussi est élevé. Donc c'est tout cela, moi je me dis qu'il faudrait revoir. Alors, M. Jubon, nous avons suivi ensemble les témoignages de vos désaccompagnés. Ils ressortent beaucoup de points importants. Ils expliquent les aspects positifs et les aspects à améliorer de l'accompagnement, les raisons pour lesquelles ils ont choisi de se faire accompagner, notamment Servicing qui est très clair. Il disait, effectivement, nous avons
des besoins financiers, mais au-delà du besoin financier, ils ont appris à découvrir qu'ils peuvent avoir aussi de l'accompagnement. Et la situation de Compost Niger, moi ça m'intéresse aussi qu'on en discute un peu plus en détail parce que Compost Niger n'a pas voulu donner des chiffres. Pour une entreprise qui est accompagnée, qui a un système d'actionnariat, en tout cas il y a forcément un chiffre d'affaires, aussi dérisoire soit-il. Et deuxièmement, elle s'interroge d'ailleurs sur la question du temps aussi qu'elle trouve qui est limité et de remboursement. Donc, je pense que vous allez commenter cela et nous permettre aussi de comprendre davantage de quoi il s'agit. Ok, merci bien. Donc, par rapport au premier intervenant, monsieur, donc, le promoteur donc, de servicing, il a bien souligné les aspects vraiment positifs donc, d'intervention de synergie qui est l'accompagnement. C'est vraiment donc, un aspect, c'est un accompagnement donc, rapproché qui aide l'entreprise vraiment je dirais, dans la gestion quotidienne. Et ça, donc, toutes les entreprises que vous allez, à qui vous allez poser ces questions vont vous le faire ressortir. Pour revenir peut-être donc à la question donc de Madame donc promotrice donc de la société Compost, elle a donc relevé deux choses. Si elle n'a pas voulu communiquer son chiffre d'affaires, c'est peut-être pour des raisons, je dirais, confidentielles qu'elle mais normalement, alors ça il faut quand même qu'on le précise. Au Niger, les gens ont ce problème-là. Normalement, le chiffre d'affaires d'une entreprise est un chiffre public parce que vous déposez un bilan et la loi prévoit que n'importe qui peut avoir accès à ce bilan-là, sauf si vous trichez. Bien sûr. Donc ça, c'est autre chose. Donc, je pense que son chiffre d'affaires n'a rien de confidentiel. Peut-être pour des raisons personnelles, il n'a pas voulu donc le dire. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect, le temps d'intervention qu'elle a trouvé très court de synergie, quand même 5 ans. Et elle a souhaité que nous allions jusqu'à 10 ans. C'est vrai que synergie, il faut dire que c'est d'abord une expérience pilote pendant ces 6 années que nous sommes en train donc, de mener. Et nous sommes en train de changer, de faire évoluer notre modèle. Effectivement, dans l'un des éléments d'évolution du modèle, nous avons prévu donc, d'avoir un délai d'intervention, d'accompagnement un peu plus long. Au lieu de 4-5 ans, nous pouvons aller jusqu'à 7 ans. Okay? Ça, pour l'entreprise qui le souhaite. Pour l'entreprise qui le souhaite. L'entreprise qui ne le souhaite pas, ça dépend aussi de l'étude que nous avons menée. Si l'entreprise ne peut pas être rentable au bout de 4 ou 5 ans, on ne peut pas sortir avant que l'entreprise soit rentable. Ça, vraiment, c'est l'étude financière ou l'étude, je dirais, donc, du plan d'affaires que nous le dira. Ensuite, l'autre élément sur lequel donc, elle a voulu donc, elle n'était pas très satisfaite, c'est par rapport donc, au taux donc, du prêt d'actionnaire. Je vais dire, nous ne sommes pas, en fait, je dirais en concurrence avec les banques qui ont des taux, je dirais, donc, qui peuvent aller jusqu'à 12 ou 14%. Non. Votre taux, il est de combien? Je vous dirais, je vous ai expliqué que nous avons plusieurs sources de revenus. Si une entreprise nous garantit des dividendes très élevés, nous n'avons pas besoin donc, de taux élevés par rapport à ça. Donc, si la performance de l'entreprise est importante... Attendez, dividende très élevé, ça reste encore subjectif. Très élevé, il fallait quand même clairement le dire. C'est quoi le seuil de très élevé? 1 million, c'est très élevé? 1 milliard, c'est très élevé? C'est effectivement subjectif. Ce que j'ai dit, une entreprise qui est performante, par exemple, qui fait faire 50 millions donc, je dirais, donc, de bénéfices nets, et qui nous donne donc, après donc, l'édition donc, des impôts, 34%. Par rapport à notre production. C'est-à-dire que vous avez déjà eu votre investissement en quelques années. Voilà, dans quelques années, nous avons recouvert donc, nos investissements. On n'a pas besoin, dans l'étude, et l'étude le fera ressortir, de mettre donc, un taux aussi important, éventuellement donc, au niveau donc, du financement. Nous sommes capables de financer un projet à un taux zéro, en indexant nos revenus sur la performance de l'entreprise. De la même façon, on peut augmenter donc, le taux de revenu si la performance de l'entreprise met du temps pour pouvoir donc mais dans le cas spécifique, c'est quoi le taux appliqué? Pour Compost, je pense que ça doit se situer autour de 12%. 12%. Ouais. OK. Alors, il y a aussi une chose. Parce que j'ai cru comprendre, puisque moi, je n'étais pas sur le terrain, on a envoyé une équipe aller faire ce travail-là. J'ai cru comprendre que Compost au Niger, au départ, n'était pas une entreprise. C'était une ONG. Aujourd'hui, c'est quoi son statut juridique? Compost Niger est une SARL, une société à responsabilité limitée. Et peut-être vous avez vu deux entreprises. Il y avait d'autres entreprises qui étaient complètement dans l'informel. La plupart, les 6 des 7 entreprises que nous avons accompagnées sont des entreprises qui sont dans l'informel, que nous avons
formalisé en société d'action, soit en SARL ou bien en SAR. Donc là, vraiment, donc, je crois que ça, c'est un métier que nous maîtrisons. Et il y a une autre, la dernière, qui est une entreprise que nous avons créée à partir donc, juste de l'idée de projet. Et c'est toutes ces entreprises, pour revenir peut-être à une question que vous m'avez posée, à laquelle je n'ai pas répondu, toutes ces entreprises existent. Donc déjà, au bout de 4 ou 5 ans, 6 ans d'expérience, nous avons créé 7 entreprises qui sont toujours vivantes. C'est déjà une performance quand vous connaissez le monde de l'entrepreneuriat. Effectivement. Mais une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que vous avez reçu quand même 200 ou bien plus de 250 dossiers, vous m'avez dit, et 7 ont été effectivement sélectionnés, accompagnés, vous avez investi dedans. Oui. J'aimerais savoir, de manière générale, quand vous analysez les dossiers, quelles sont les défaillances pour lesquelles vous ne continuez pas et quels sont les défauts qui sont les plus récurrents? Et deuxièmement, est-ce que vous communiquez avec tous ces 250 dossiers pour leur dire, écoutez, bon, pas tous ces 250, mais ceux qui vous ont intéressé à un moment et que vous avez abandonné, est-ce que vous leur donnez un feedback pour qu'ils comprennent? Oui, déjà, lors de l'entretien, si nous pensons que c'est un dossier que nous pouvons, avec lequel on ne peut pas avancer, on le notifiera donc à l'entrepreneur dès là et on arrête. Par contre, et vous lui dites pourquoi? On lui dit pourquoi. On lui donne toutes les raisons. Maintenant, par rapport donc, aux causes, je dirais, donc, de refus, donc de poursuivre donc, le financement de des entreprises, on a 2 principales causes. La première, ou bien c'est lié au promoteur. Le promoteur n'est pas digne de confiance. J'arrive, je n'ai pas fini. Et la deuxième cause, c'est une cause qui est liée au marché. Si le marché est un marché, par exemple, qui est saturé, si le produit n'est pas concurrentiel sur le marché, nous ne pouvons pas aller. Donc, nous ne pouvons pas accompagner le produit. Donc, nous, la première activité, ce que nous menons quand nous avons un dossier, c'est de calculer la structure de coût du produit ou des services. Nous avons son coût de revient. Nous savons donc le prix auquel il peut vendre ce produit ou ce service sur le marché. Nous comparons par rapport à la concurrence. Si déjà le produit n'est pas concurrentiel, on arrête donc le projet et puis on l'explique. Alors, une des causes est liée au promoteur. Et vous dites, s'il n'est pas digne de confiance. Bon, moi, j'aimerais quand même savoir, pour vous, digne de confiance, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire beaucoup de choses. Ben, expliquez-nous un peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il va faire couler l'entreprise? Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas aussi simple, parce que tant que vous n'avez pas commencé à travailler avec l'entreprise, mais il y a quand même quelques signes. Mais c'est quoi les indices? Je vous explique. Nous travaillons 3 ou 4 mois avec un promoteur. Nous lui demanderons des informations, lui donnons des rendez-vous pour travailler ensemble. Et il nous donne des informations. Si, par exemple, un entrepreneur à qui nous donne un rendez-vous 2 ou 3 fois ne respecte pas ce rendez-vous... Il n'est pas ponctuel. C'est qui est très nigérien, d'ailleurs. Dans tous les cas, si un entrepreneur prend des engagements et que déjà au niveau de l'évaluation du dossier, il ne respecte pas ses engagements, ce n'est pas après avoir investi des millions dans son entreprise qu'il va respecter ses engagements. Donc, ça, déjà... Ensuite, un promoteur qui, au-delà, donc, je dirais, de cette confiance-là, qui nous donne des informations et que nous vérifions sur le marché. Parce qu'après, nous allons sur le terrain, voir les clients, les fournisseurs, les concurrents, nous vérifions les informations données par le promoteur. Ces informations-là ne concordent pas avec ce que nous donne le promoteur, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer avec le promoteur. Donc, c'est ça ce que j'ai dit là-dedans. Pendant tout le cheminement que nous faisons, l'entrepreneur doit nous inspirer. Donc, vous êtes dans des phases test avec l'entrepreneur. Voilà. La période d'instruction, c'est une phase qui permet de voir quel est le comportement de l'entrepreneur. Nous évaluons aussi le comportement de l'entrepreneur. C'est pourquoi donc, le cheminement, l'étude, l'évaluation du dossier prend assez de temps. Mais il y a quand même paradoxalement quelque chose dont souvent les accompagnateurs parlent, et je ne vous ai pas entendu parler de ça. Parce qu'on dit que... un entrepreneur, il y a des qualités personnelles, ou en tout cas le tempérament, la conviction, le dynamisme ou bien la volonté même d'entreprendre qui se dégage de la personne. Certains disent, principalement, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai à quelques occasions discuté avec des gens qui font le même travail que vous, qui me disent, écoutez, vous savez, nous, on voit les compétences techniques du porteur de projet et ses qualités personnelles, et nous faisons du 40-60. Qualité personnelle, 60 compétences techniques. Et vous ne parlez pas de ça, vous parlez de digne de confiance. Bon, digne de confiance, est-ce que quelqu'un qui est très compétent techniquement, qui est aussi qui a les ingrédients qui font un bon entrepreneur, bon, l'engagement, c'est clair que c'est important, mais les autres aspects. Non, ce que je vous ai dit, nous cherchons 2 choses. Donc la confiance au niveau du promoteur, mais aussi, donc, je dirais, la maîtrise de son projet. Dans la maîtrise de son projet, il y a tout ce qui est motivation, tout ce qui est engagement.
ce que nous avons remarqué, effectivement, par rapport donc à ces promoteurs, c'est que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui peuvent donc très rapidement concrétiser leurs objectifs. Nous leur disons, nous leur donnons donc une direction. Si vous faites ça, voilà ce que vous pouvez avoir très rapidement en termes de retombées pour votre entreprise. Maintenant, ce n'est pas à nous de faire ça à leur place. C'est eux qui doivent le faire. Par exemple, dans le cadre d'un client que nous avons, avec certains, la plupart de ces entrepreneurs l'ont souligné, nous pouvons dire, écoutez, vous avez un client, nous pouvons vous accompagner chez le client, et puis donc les recommander chez le client, ou bien donc leur ouvrir notre réseau, j'ai d'autres d'adresse. Maintenant, c'est à l'entrepreneur d'être suffisamment convaincant avec ce produit, mais aussi avec, je dirais, son engagement et sa motivation professionnelle pour pouvoir donc décrocher le marché. Ça, c'est un fait qu'il faut relever aussi. Alors, il y a un autre volet sur lequel il faut en parler, parce que vous investissez, parce que vous avez de l'argent pour investir, mais vous devrez faire de l'accompagnement aussi, ce qui nécessite une certaine expertise. J'aimerais savoir, aujourd'hui, au sein de Synergie, il y a combien de personnes qui travaillent et c'est quoi les profils des personnes? Parce que pour accompagner quelqu'un, honnêtement, il faut quand même avoir un niveau de compétence et d'expertise qui est assez intéressant, en tout cas pas plus bas que celui que vous accompagnez. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes une structure légère. Nous sommes 4 au niveau de Synergie, donc moi-même le directeur général. Nous avons un chargé d'investissement, un chargé d'accompagnement des entreprises et puis une assistante administrative et financière. Nous avons une compétence dans la plupart des domaines de gestion. Mais c'est que notre accompagnement se fait non seulement avec l'équipe de Synergie, mais aussi avec une autre entité, peut-être qu'on n'a pas évoqué, les membres du comité de nos actionnaires, qui sont des entrepreneurs, parce qu'on a une demi-douzaine d'entrepreneurs chevronnés nigériens qui participent à l'accompagnement de ces entreprises-là. Et à chaque entreprise, on associe un parrain, on les appelle les parrains. Et ces parrains-là, c'est des gens qui ont cette expertise-là. Je dirais de couplé à l'expertise de Synergie, ça en fait vraiment... Donc, et ils sont actionnaires dans Synergie. Ils sont actionnaires dans Synergie. On peut avoir quelques noms, qui sont-ils ces parrains-là? 12 parrains, c'est bien quand même. Une demi-douzaine, je dis. Une demi-douzaine, oui, au point de vue personne physique, sinon au niveau institutionnel, on a aussi donc une demi-douzaine. Je peux vous donner le nom, donc, vous avez donc au niveau donc, des partenaires donc, internationaux, nous avons donc une société qui s'appelle IEP. IEP, Investisseurs et Partenaires pour le Développement. C'est une société de capital risque française qui nous a accompagnés dans le cheminement, la création de Synergie et de l'évaluation. Nous avons aussi la CIDI, qui est aussi une entreprise qui fait du financement solidaire et qui a aussi donc l'expertise de financement et de l'accompagnement. Nous avons donc le groupe, par exemple, Arriva. Nous avons donc Veolia. Tout ça, c'est français. Oui, et nous avons des Veolia et des entreprises nigériennes, notamment donc la filiale donc Veolia qui est la Seine. Nous avons donc la banque BOA qui fait partie de nous et Karen Assurance. Voici donc maintenant pour les structures. Et pour les personnes, si je peux donner, vous permettre, vous m'avez donné... Moi, je pense que c'est bien, on est dans une émission économique. Et je vous donne par exemple le nom de M. Kabo Maman, qui est donc le directeur général de Gamma Informatique. Donc, je vous donne le nom de M. Hassan Adoumou, qui est le directeur général donc, de l'Egénie. L'Egénie. Je vous donne le nom, par exemple, de Monsieur Nignon, qui a été donc, directeur général donc, de Nigetip. Je vous donne aussi, donc, dans le comité, M. Wonkui, qui est donc, directeur d'une société agroalimentaire. Vraiment, donc, ça, vous avez... c'est qui sont dans la gomme arabique, je pense, et qui sont aussi... qui ont une unité, je pense, en France. Bien sûr. J'ai jamais entendu parler. Voilà. Donc on a donc, je dirais, donc, un panel d'entrepreneurs chevronnés qui nous accompagnent dans l'accompagnement de ces entreprises. Alors, ça, c'est en général, les gens citent ces références-là, ça fait beau, mais il y a quand même une réalité. Des entrepreneurs de cette carrure-là, qui ont eux-mêmes un agenda très chargé, auront-ils vraiment le temps pour être un vrai parrain qui accompagne? Parce que cette problématique, dans la réalité, elle se pose à tous les accompagnateurs. Bien sûr. Maintenant, est-ce que vous, dans la réalité, par exemple, quand vous prenez vos jeunes entrepreneurs, là, les 7, les 7, normalement, ils ont un choix tellement varié avec ce que vous avez comme accompagnateur. Mais quel est le temps que ces personnes-là dédient, ou bien ces entreprises dédient? Ce que nous demandons aux parrains, c'est de consacrer une demi-journée par mois à ces entreprises. Mais je vous dis quand même, l'expertise que Synergie a accumulée permet d'accompagner ces entreprises. C'est seulement en cas de difficulté, bien du problème que Synergie, l'équipe de Synergie ne peut pas, à ce moment, on peut faire appel. Mais sinon, on a des réunions. Sinon, on a des réunions. On a des réunions régulières qu'on peut avoir donc avec donc le parrain où
on fait le point, à partir de reporting mensuels qui sont donnés par ces entreprises, on fait le point de la situation de ces entreprises, on regarde les difficultés et on trouve ensemble les solutions avec les parrains. Okay. Alors, revenons à la question du financement de manière générale. Oui. Parce que le financement, quand même, dans beaucoup de pays, c'est un marché important. On finance énormément les entreprises. Pas énormément, il y a toujours les entreprises se plaignent partout d'être sous-financées. Mais j'aimerais juste donner quelques indications, par exemple. En France, les chiffres que je pris, je pense qu'il y a une association de capital d'investissement en France qui explique que entre 1990 et 2003, le capital investissement est passé de 1 milliard d'euros à 4,8 milliards d'euros en 2003. 10 ans plus tard, ça a dit peut-être beaucoup changé. Et à cette période-là, il disait que environ 1500 entreprises ont bénéficié de financement de capital investissement. Et ce qui est important dans ces pays-là, la palette, l'offre est un peu diversifiée. Vous avez des investisseurs institutionnels, comme par exemple ce que vous faites Synergie, mais vous avez aussi des capitaux risqueurs, des personnes physiques qui souvent sont des grands chefs d'entreprise ou bien des gens en tout cas qui ont un capital important et qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, par la prise de risque, qui souvent voient des belles idées, investissent. En moyenne, la logique disait qu'ils investissent 5 à 10% de leur capital et qui prennent le risque individuellement avec l'entrepreneur. Je ne sais pas chez nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons réellement, on les appelle des business angels. Est-ce que nous avons des business angels au Niger? Peut-être dans l'informel, je ne sais pas, mais de manière formelle, je vous explique quand même, parce que ces entrepreneurs que j'ai cités, qui ont décidé de rentrer dans le capital de Synergie, on peut les comparer à des business angels, parce que c'est leur apport personnel qu'ils ont décidé de mettre dans le capital de Synergie pour pouvoir financer ces entreprises. Donc, c'est vrai que... C'est plus ou moins... je dis, bon, c'est une comparaison qu'on peut faire. Mais ici, au niveau donc, je dirais du Niger, dire qu'il y a des individus qui décident avec leurs fonds de pouvoir financer... Vous savez, c'est un métier. C'est un métier, le métier de business angel ou de capital risqueur. Il faut savoir d'abord identifier les projets, les porteurs de projets, savoir faire l'évaluation et puis investir, accompagner. Donc, si vous n'avez pas l'expertise, même si vous avez le financement... Ceux qui le font ont l'expertise, parce que souvent, c'est vraiment des doyens du monde de l'entrepreneuriat qui connaissent toutes les subtilités, qui ont un bon niveau d'analyse. Maintenant, on ne peut pas dire qu'au Niger, on n'a pas des gens qui connaissent bien ce qu'ils font. Par exemple, on a des gens qui sont commerçants ou bien qui sont entrepreneurs depuis des années et des années. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ils s'intéressent à accompagner des nouvelles initiatives? Ça, c'est une question. Je voudrais quand même préciser. Vous venez de dire qu'il y a des gens qui sont des commerçants depuis des années ou bien des entrepreneurs. Faisons la différence. Un commerçant n'est pas forcément un entrepreneur. C'est vrai, c'est un entrepreneur. Mais créer une entreprise formelle, la gérer, c'est différent que de faire du commerce. C'est pas, les deux métiers sont nobles, mais c'est deux métiers qui sont quand même différents. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'expérience de l'entreprise parce que ça demande deux choses. Il faut avoir l'expérience de l'entreprise, il faut avoir les fonds aussi pour pouvoir le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont les deux? Moi, je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce groupe, je dirais, donc, d'investisseurs que nous avons donc, ont accepté donc, de mettre dans le capital, de manière indirecte, c'est ça. Maintenant, de manière directe, je n'en connais pas. Je n'en connais pas personnellement. Peut-être Synergie aujourd'hui, c'est quoi le capital de Synergie? C'est 1,5 milliard de francs CFA. 500 millions de francs CFA. Un peu plus. Et l'enveloppe que vous injectez annuellement, elle est plafonnée à quoi? Elle n'est pas plafonnée. C'est en fonction de la qualité de projet. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des dossiers qui peuvent aller dans le milliard, on peut. Nous avons des partenaires avec Kinsom qui peuvent nous débloquer ces fonds-là et nous permettre de faire les financements nécessaires. Donc vraiment, on est limité que par la qualité de dossier, de projet qu'on reçoit et la qualité de promoteur. Ceci étant dit, je vous disais que notre modèle est en train d'évoluer. Au début, on s'occupait que des entreprises en création, des entreprises informelles. Maintenant, dans notre portefeuille, nous allons associer des entreprises. Nous souhaitons des entreprises en développement.
développement, des entreprises qui existent déjà et qui ont le même besoin d'investissement, mais des besoins d'investissement beaucoup plus importants, de 150 millions, 200 millions. Ces entreprises-là nous intéressent actuellement et nous sommes prêts à les financer, à les accompagner. Okay. Alors, justement, dans les témoignages, je vis quand même que Servicing parlait de Tanio, avec qui il a commencé à travailler. Là, ça veut dire que vous ne l'avez pas créé, vous avez fait un peu du développement, si je comprends bien. Nous avons fait la formalisation parce que c'était une entreprise individuelle, il l'a bien dit. Et l'entreprise qu'il a actuellement, c'est une SRL, une société à responsabilité limitée. Donc, il y a la formalisation de l'entreprise. Mais Tanio ne l'a pas fait parce que... Je ne vais pas commenter ce que Tanio a fait ou ce que Tanio n'a pas fait. Peut-être qu'il faudrait leur poser la question. Nous, ce que nous faisons, je vous dis, la condition sine qua non pour que nous investissions dans les entreprises, c'est que ce soit des entreprises formelles et des sociétés d'action. Donc vraiment, je vous explique pourquoi. Parce que notre intervention, nous nous basons sur des éléments juridiques pour pouvoir gérer donc notre gouvernance, notre rapport avec les entreprises. Et ces rapports, ces éléments-là sont déjà, je dirais, codifiés, gérés par donc tout ce qui est le monde, l'organisation des affaires au niveau de l'OHADA ou bien au niveau de... Pauline de Compost Niger, elle aussi parlait de Capital Finance. Bon, elle n'a pas expliqué ce qu'elles ont fait. Ça veut dire qu'elles ont commencé à travailler avec Capital Finance avant que vous l'avez sélectionné suite à un concours. Mais est-ce qu'à l'époque, Capital Finance continuait à être dans son capital ou bien à lui prêter de l'argent? Est-ce que c'est pas trompé en voulant parler plutôt de capital investissement quand elle a dit capital finance? Ah, ok. Parce qu'avant, c'était une ONG. Bien sûr, je pense qu'elle s'est trompée. Elle voulait dire capital investissement au lieu place de capital finance. Et à l'époque, c'était une ONG. Quand nous avons fait le concours des meilleurs projets d'entreprise en 2008, effectivement, nous avons, sur 50 projets que nous avons reçus, pour dire que donc, le taux de sélection que nous faisons, sur 50 projets, il y a une douzaine de projets qui ont été primés et nous avons financé 3 entreprises parmi ces 50 projets. Voilà. Et donc, c'est 3. Alors, il y a quelque chose qui est important à clarifier. Nous allons continuer. Après, il y a un deuxième élément du témoignage qui est celui de Pauline, que nous pouvons regarder ensemble. Elle a parlé beaucoup de son activité, de son marché, et nous avons jugé quand même que c'était intéressant de le garder. Mais avant d'aller à ce niveau-là, j'aimerais préciser, en tout cas donner quelques informations à nos téléspectateurs. Au Niger, selon une analyse de perspectives économiques en Afrique de l'Ouest en 2012, qui est publiée par l'OCDE et le PNUD, on estime qu'au Niger, pour créer une entreprise, il faut 9 étapes et 17 jours en moyenne pour créer une SARL. Par contre, si nous prenons au Mali, en 2012, la même création d'entreprise demanderait 4 étapes et 8 jours. Alors, Doing Business nous rappelle ça régulièrement, que nous sommes mauvais sur ces questions-là. Je ne sais pas où en sont les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement, au niveau de la Chambre de commerce, ainsi de suite. Mais en tout cas, la réalité nous est régulièrement rappelée. Alors, sur ce, j'aimerais qu'on regarde le deuxième élément et que nous revenons en studio pour le commenter. Comment qualifiez-vous le style de management en vigueur dans votre entreprise? Voyez-vous, une entreprise de ce genre-là, j'allais dire innovante, amener tout le monde, en tout cas tout l'entourage, en tout cas tous ceux avec qui nous travaillons, à avoir la même vision des choses, souvent n'est pas évident. Tu prends le cas de l'ouvrier, lui c'est son salaire qu'il connaît à la fin du mois. Quant aux collaborateurs, beaucoup avec qui nous travaillons, on vit vraiment le bien fondé de la chose. Nous sommes au Niger et chaque fois on crie famine. Et pourquoi famine? Moi je pose la question toujours aux paysans, c'est parce que c'est nos sols qui sont lessivés. Il n'y a rien dans nos sols. Et chaque fois c'est de l'engrais chimique seulement on apporte à ces paysans. On ne leur propose rien. Nous c'est une alternative. Nos sols sont lessivés, amender les sols avec le compost pour pouvoir, même si vous voulez mettre l'engrais chimique, il faut d'abord amender. Parce qu'un sol lessivé, avec l'engrais chimique, ça ne donne absolument rien. Tout le monde est conscient de cela. Tous les techniciens sont conscients de cela. Alors, tous ceux avec qui nous travaillons, nos collaborateurs au plus bien au bureau que nos partenaires de développement ou ceux qui sont sur le terrain des producteurs sont conscients qu'il faudrait nécessairement
cet engrais organique fabriqué au Niger par les Nigériens et pour les Nigériens. Tout le monde est conscient de cela. Donc aujourd'hui, ceux vers qui nous partons pour leur dire voilà les avantages du compost, aujourd'hui sont conscients qu'il faudrait nécessairement cela. Maintenant, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la conversion du politique. Qu'on se dise, il faudrait nécessairement promouvoir cet engrais-là. Il n'y a pas où on n'a pas été, on a rencontré tout le monde pour leur présenter notre produit, pour leur dire voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est une nécessité et c'est un produit national. Ça, nous avons passé partout. C'est-à-dire en matière vraiment de marketing, là vraiment on peut dire qu'on a fait vraiment un grand pas. Alors, la dernière question, c'est de savoir quelle est la situation de la concurrence sur votre marché et ou domaine d'intervention. Comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents? Notre travail là, est très difficile. C'est pour ça que les concurrents aussi sont rares. Officiellement, nous sommes la seule entreprise qui fait le compost semi-industriel. Tout à l'heure, vous disiez avec Synergie, on était parti de rien. Mais aujourd'hui, avec la visibilité, avec l'appui des partenaires, on peut dire aujourd'hui que on peut faire plus. On peut faire plus. Mais quand même, on peut dire qu'on a fait un grand pas. Donc en somme, j'allais dire de pratiquement 2, 3, 4 ouvriers, en tout cas travailleurs, j'allais dire, on est passé vraiment aujourd'hui pratiquement à une vingtaine. Donc vous voyez, un grand pas a été fait. Et par rapport à la concurrence, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore saisi un concurrent qui dit qu'il fait comme nous et le bon travail comme nous. Pour le moment, on n'en a pas encore rencontré. Moi, je suis sûr qu'un jour, là, tout le monde saura qu'il faudrait nécessairement notre compost là pour que le Niger sorte un peu de cette crise alimentaire. La réalité, elle est là. Nos sols sont lessivés. Pour un sol lessivé, il faut amender le sol. Et amender le sol avec quoi? Avec l'engrais organique. La fumure organique, l'engrais organique. J'invite peut-être d'autres, peut-être à se joindre à nous, pour que peut-être on puisse faire plus. Je sais que le travail n'est pas facile. Le travail est très très difficile. Tout le monde le sait. Les paysans me l'ont dit. Et j'ai dit, je vais vous apprendre à faire. Oui, madame, mais c'est très difficile. Et c'est comme ça que nous, on a pris l'engagement de produire nous-mêmes et de leur apporter. Pour qu'eux, ils achètent. Même si c'est à un coût modéré. Et l'autre mot, c'est surtout dire aux promoteurs, promotrices, d'être très vigilants. Une entreprise, c'est très beau, mais ça ne se crée pas tout de suite. Il faut du temps, il faut la persévérance, il faut la patience. Et avec la grâce de Dieu, nous pensons que ça va aller. Moi, en regardant cet élément-là, le témoignage de Pauline, je n'ai jamais rencontré Pauline, mais j'ai trouvé son témoignage très poignant. En tout cas, ça m'a inspiré un sentiment d'une dame qui a envie de se battre, qui a envie de réaliser quelque chose, mais qui en a aussi un peu gros sur le cœur, peut-être. Je ne suis pas psychologue, mais bon, c'est le sentiment que j'ai eu. Peut-être qu'elle a l'impression que ça ne décolle pas comme elle le souhaite. Elle disait que c'est un produit national. Nous avons vu tout le monde. Le marketing, nous l'avons fait, mais bon, c'est encore dur. Bon, vous travaillez avec elle. Oui. Peut-être que vous allez nous expliquer, nous aider à comprendre davantage c'est quoi la réalité de cette entreprise aujourd'hui. Compost Niger, bon, ce que j'ai compris, c'est une entreprise qui fabrique de l'engrais. Elle dit que c'est de l'engrais organique. Et que nous sommes aujourd'hui dans un phénomène tendanciel, normalement, qui pourrait être favorable à l'engrais au Niger, parce que nous sommes dans un pays qui veut faire partout la promotion de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne décolle pas?
Ok. Peut-être avant même de revenir au témoignage de Madame Pauline de Compost, je voudrais dire, quand même, donner 2 contre-exemples. Nous avons dans notre portefeuille des entreprises, quand on les a créées au tout début, n'avaient un chiffre d'affaires, par exemple, leur chiffre d'affaires, je ne vais pas le donner parce que peut-être elles ne le feront pas, a été multiplié par 8 entre le moment où on les a prises et au moment actuel où ils sont, où leur chiffre d'affaires a été multiplié par 8. Donc maintenant, pour revenir donc, au cas donc, de Et ils sont dans le même domaine parce que ça... Non, ce n'est pas dans le même domaine. Okay, c'est pas dans le même domaine. Okay. On va revenir sur les marchés ne sont pas les mêmes. Les marchés ne sont pas les mêmes. Revenons au marché de compost Niger. C'est un marché qui est très difficile parce qu'il est sur le marché de l'engrais. Et vous savez, pendant des années, qu'est-ce qu'on a appris à nos agriculteurs? C'est l'engrais chimique. Vous mettez l'engrais chimique. Quand c'est dans les rizières, rapidement, en 2 ou 3 jours, vous voyez l'effet donc, de l'engrais chimique. Quand vous mettez de l'engrais sur les cultures, je dirais, pluviales, rapidement, vous voyez l'effet. Pour les cultures maraîchères, rapidement, vous voyez l'effet. Ce n'est pas le cas et ce n'est même pas l'objectif de l'engrais organique. L'engrais organique, ça a un effet dans le temps. Déjà, son rôle, c'est d'enrichir donc, le sol. Ça améliore donc, les cultures. Et ça, les agriculteurs, pour leur faire comprendre ça, déjà, ils n'acceptent que quand ils voient. Donc, il faudrait mener, et elle l'a déjà fait dans certains domaines, au niveau donc, des cultures donc, des rizières, au niveau des cultures maraîchères, il faudrait avoir pour chaque groupement, je dirais, donc, d'agriculteurs ou bien de maraîchères, faire donc je dirais, donc, des champs pilotes, mettre l'engrais pour qu'ils voient et voir la différence avec les champs qui n'ont pas... Avec l'engrais chimique. C'est ça qui fait la difficulté de son marché. Son marché est très très difficile parce que les gens ont une habitude donc, qui date des années. Leur faire changer ce comportement, c'est pas en 2 ou 3 jours que ça va se faire. Mais elle donne une information technique, je ne sais pas la véracité de l'information, mais elle dit que bon, la réalité c'est que nos sols sont lessivés au Niger et que l'engrais chimique ne va que contribuer à les dégrader davantage. L'engrais organique ferait l'affaire, selon elle. Oui, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Mais le problème, je dis... Ce n'est pas encore recevable. Voilà, je dirais que le message n'est pas encore... je dirais, ça ne suffit pas. Le dire seulement aux agriculteurs, la plupart des agriculteurs, ça ne suffit pas pour leur changer. C'est un changement de comportement. Ce n'est pas seulement parler qu'il faut, il faut démontrer. Et c'est ça... Et son produit, parce que là, on parle de produit commercial quand même. Hein? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, son engrais... peut-être rapport qualité-prix est compétitif par rapport à l'engrais chimique qui est importé. Non, on ne peut pas comparer les 2 produits parce que les 2 produits n'ont pas, je dirais, donc, le même rôle. L'engrais chimique aujourd'hui, c'est vrai, vous le mettez, je dis l'effet immédiat. Et le kilo, il coûte combien? Est-ce que vous avez... Non, je n'ai pas de chiffre par rapport donc, actuellement donc, le prix du sac d'engrais chimique, le prix du sac de compost. Mais ce que je dis, ramener donc, je dirais, donc, à l'engrais chimique, c'est sûr que l'engrais chimique va coûter beaucoup moins cher. Mais ce que vous ne savez pas, peut-être vous savez, c'est que l'engrais chimique est subventionné. Subventionné par l'État. Alors que l'engrais de Madame organique de Madame Pauline n'a pas encore reçu cette subvention. Sauf, je crois qu'en 2000, il y a 1 an ou 2 ans, elle a pu commercialiser son produit avec de la centrale d'approvisionnement. Et donc, je pense que les stocks que la centrale d'approvisionnement d'Okaki doit être vendu donc, auprès du paysan à un prix subventionné. Mais sur un marché normal, son produit n'est pas subventionné. Et ça aussi, c'est une des difficultés de ce produit. Oui, effectivement, ça c'est... Et ça, c'est peut-être une décision politique. C'est peut-être... Oui, c'est pour cela qu'elle dit il faut qu'il y ait un changement au niveau des politiques. Mais la question qui se pose, parce que honnêtement, moi, je demandais à ce qu'on garde ce morceau-là, parce qu'en le regardant, je me suis dit, bon, quand même, voilà quelqu'un qui parle de quelque chose de tellement intéressant pour un pays, mais qui a l'impression, on a l'impression qu'elle est un peu désespérée. Bon, je ne dis pas désespérée, mais en tout cas qu'elle n'est pas satisfaite du niveau de réalisation où elle est, et qu'elle pense qu'un changement politique pourrait être nécessaire. Mais là, la question, on a la CAIMA, ou bien le CAIMA, on l'appelle, moi je ne sais pas, la centrale, bon, la CAIMA. Et est-ce qu'aujourd'hui, la CAIMA, quelle est sa position par rapport à ça? Est-ce que vous avez discuté avec Non, je peux pas vous donner la position de la centrale. Mais vous faites partie de la société Compost Niger. Normalement, vous l'accompagnez aussi. Je l'ai accompagné et nous avons accompagné pour élaborer un dossier que nous avons
soumis à l'époque, donc à la HASA à l'époque, c'était la Haute Autorité à la Sécurité Alimentaire, qui avait donc, je crois, acheté et mis à la disposition ces produits donc à la CAIMA. Nous avons élaboré ensemble de ce dossier et qui a été donc élaboré. Mais cette expérience a été arrêtée. C'est-à-dire donc. Et les 3N aujourd'hui ne sont pas devenus partenaires. Elle est en contact avec les 3N et donc elle est en contact avec d'autres. Il n'y a que la semaine dernière encore, j'étais avec des organisations paysannes avec qui on a discuté donc de produits de compost. Et dans 15 jours, ils auront, ces organisations vont avoir donc, je dirais, donc leur atelier et ils ont prévu de mettre donc, dans leur activité, leur programme l'utilisation de compost parce qu'elles voudraient faire donc des produits bio. Je pense que c'est, comme je vous le disais, la difficulté, et là peut-être on est en train de discuter sur une seule entreprise, la difficulté donc, de cette entreprise-là, c'est que ça nécessite un changement de comportement. Et le changement de comportement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais de toutes les façons, il y a aussi une réalité qui est propre au Niger et partout dans le monde. Quand même, les innovations, souvent, ça prend du temps avant d'être adopté. Le processus d'adoption d'une innovation, souvent, est assez lent. Maintenant, revenons au capital investissement. Au Niger, vous avez parlé au tout début du modèle d'investissement qui existe. Le capital investissement en est temps. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais comprendre, quel est le cadre réglementaire national avec lequel vous travaillez, et aussi c'est quoi le régime? Est-ce que vous avez un régime spécifique ou un régime, par exemple, un régime fiscal? Parce que ailleurs, je sais que dans certains pays, il y a eu des sociétés de capital de risque ou de capital d'investissement qui ont beaucoup milité pour souvent avoir un cadre fiscal spécifique, justement pour un peu les inciter à amoindrir la prise de risque. Vous savez, dans certains environnements où nécessairement ils doivent prendre beaucoup de risques, l'impôt pourrait atténuer certains risques. Qu'en est-il au Niger aujourd'hui? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, au niveau de l'UMOA, il y a une directive qui a été donc adoptée par les chefs d'État en 2011. Cette directive harmonise la fiscalité au sein de l'espace UMOA concernant les sociétés à capitaux d'investissement. Et cette directive, effectivement, elle donne donc des exonérations d'impôts et de fiscalité pour les sociétés qui investissent donc dans d'autres sous la forme donc, du modèle du capital investissement. Elle fait des exonérations d'impôts sur les revenus qui sont tirés des revenus du capital investissement. Mais certains pays de l'UMOA l'ont adopté. Certains pays, et l'UMOA a donné jusqu'en janvier 2013 pour que ces directives soient traduites en texte réglementaire. Ce n'est pas le cas du Niger. Le Niger ne l'a pas encore. Le Niger n'a pas. Donc nous, ce que nous faisons, nous travaillons seulement donc, avec, je dirais, le statut juridique d'une SA, une société anonyme. Ça veut dire donc, on a vous êtes imposé comme toute société normale, alors que si ces textes-là avaient été élaborés, nous aurons bénéficié de tout ce qui est avantage, tout ce qui est donc avantage donc, de ces directives-là. Mais justement, alors moi je vous pose cette question parce que dans la réalité, oui, tous ceux qui prennent des risques entrepreneuriales, souvent, on les encadre quand même dans un pays qui veut développer son tissu économique pour que cette prise de risque-là ne soit pas un désastre. Ou bien même quand cela arrive, que le choc soit atténué. Voilà. Maintenant que vous me le dites, je ne le savais pas, mais il y a une autre information quand même que je vais vous dire. Le Niger est considéré, même le FMI l'a dit, comme étant un pays qui accorde des exonérations trop élevées, beaucoup d'exonérations. Certaines ONG, comme Alternative, Espace Citoyen par exemple, qui font le travail de suivi budgétaire, cherchent à comprendre souvent, ils s'interrogent sur ces exonérations, ça profite à qui? Alors, par exemple, je pense en 2012, il y a plus de 200 milliards d'exonérations qui ont été accordées. 2013, dans le budget 2014, je ne sais pas le montant des exonérations, mais en tout cas, le FMI l'a dit, le PNUD l'a dit, ils disent que ces exonérations sont contre-productives et coûteuses à l'État. Donc, si vous n'en bénéficiez pas, ça veut dire qu'il y a peut-être une anomalie avec notre politique nationale de promotion de l'entrepreneuriat. Normalement, la promotion de l'entrepreneuriat devrait en bénéficier. Ça, c'est une opinion propre à moi. Je laisse la peine. Voilà. Maintenant, revenons sur un aspect aussi important. Nous avons parlé de business angel. Nous avons parlé de société de capital investissement. Alors, aujourd'hui, est-ce que lorsque vous accompagnez une entreprise, parce que vos calculs et vos analyses ne sont pas parfaits, c'est du monde de l'humain. Bien sûr, bien sûr. En cas de difficulté,
est-ce que vous continuerez à injecter de l'argent pour que l'entreprise tienne la route, ou bien, en cas même d'impossibilité de continuer en ce moment, quels sont les types de décisions qui sont prises? C'est vrai que Synergie, nous finançons sur le long et moyen terme, mais nous finançons, je dirais, de manière, excusez-moi le terme, intelligente. Pourquoi? Parce que nous accompagnons les entreprises. Nous essayons justement d'anticiper leurs difficultés. Si une entreprise va avoir des difficultés, nous mettons en garde, nous proposons que des solutions. Okay? Et nous, notre rôle, c'est de financer l'investissement sur le long moyen terme. Nous considérons et nous mettons toujours nos entreprises en relation avec les ventes, avec les banques plutôt, les structures bancaires, pour le financement de l'exploitation. Donc, pour tout ce qui est problème de gestion quotidienne, ces entreprises-là doivent avoir leur banque partenaire avec qui elles doivent travailler. C'est même là le modèle même donc de Synergie, le modèle de capital d'investissement. Nous, c'est le financement de l'investissement, alors que le financement de l'exploitation, c'est les banques qui doivent pouvoir donc le faire. Donc, nous ne finançons pas tous les problèmes financiers de nos entreprises. Nous finançons les problèmes d'investissement. Et une entreprise que nous avons aidé, ou bien qui a pu décrocher un marché, pour pouvoir, ou bien donc, qui veut développer, ou bien qui a une opportunité, je dirais donc, d'exporter, ou bien d'agrandir, ou bien de diversifier ce produit, nous sommes prêts à l'accompagner dans ce sens. Mais nous ne finançons pas de manière, donc, je dirais, éternelle, les problèmes financiers, je dirais, donc, de fonctionnement des entreprises. Voilà la différence. Ok. Alors, justement, revenons maintenant, tout à l'heure, on a parlé quand même de la question d'exonération, ainsi de suite. Vous dites qu'il y a une réglementation qui n'est pas appliquée. On va finir sur ça, mais j'aimerais savoir... Aujourd'hui, il y a l'association, je pense, de la microfinance, des acteurs de la microfinance. Il y a des organisations dans d'autres secteurs les banques ont leur organisation. Le capital investissement, il y a vous, je ne sais pas, il y a qui d'autre? Peut-être il n'y a personne. Bon, vous ne pouvez pas faire d'association. On ne peut pas faire d'association, mais ce qu'on dit, au moins que la réglementation au niveau de l'UMOA soit traduite en texte législatif. Déjà, nous, ça nous améliore beaucoup la gestion, je dirais. Donc, ça nous incite, et ça incite toutes les sociétés qui veulent créer souvent le modèle de capital d'investissement à le faire. Et c'est de manière à dire que vous avez parlé d'exonérations qui ne sont pas, je dirais, donc productives. Et par contre, là, dans ce cas de figure, c'est des exonérations qui permettent la création des entreprises, qui permettent la création d'emplois, qui permettent la prise de risque, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est pas négligeable. Et je pense là, c'est des exonérations qui sont productives. Mais est-ce que vous en parlez souvent aux responsables? Quand je dis responsable, c'est-à-dire, est-ce que vous en parlez avec le ministère du Commerce, avec le ministère... Bon, ceux qui peuvent en décider, est-ce que vous avez l'habitude d'en parler? Oui. Avec l'organisme de tutelle, la BCAO, je crois qu'elle est déjà au courant de cette réglementation. Avec le ministère du Commerce, je pense aussi qu'ils sont au courant de cette réglementation. Mais nous avons entrepris quand même ces derniers mois, donc le temps de les informer, de les sensibiliser encore plus à ce problème réglementaire. Okay. Voilà. Nous allons finir sur cette note-là. Merci beaucoup, Jibo, d'avoir participer à cette discussion et j'espère que ça a été profitable pour nos téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous une autre semaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir.